C'est un phénomène mondial qui ne fait aucune distinction de race, de culture ou de rang social. C'est la violence basée sur le genre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur trois dans le monde a été victime de violences dans sa vie. Reconnue comme une épidémie globale, la violence basée sur le genre se présente sous forme physique, sexuelle, psychologique et économique. Il existe notamment les mariages forcés, la violence sexuelle généralisée, le trafic, l'exploitation durant et après les conflits, pour ne citer que cela. Je suis Lina Moudou, merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale de Carnet de santé, durant laquelle nous jetterons un regard sur la violence basée sur le genre, notamment en République démocratique du Congo. Selon l'ONU, plus de 50% des femmes en RDC sont des survivantes de violences domestiques. La violence sexuelle a été utilisée dans le pays comme arme de guerre contre des millions de femmes et de filles depuis le début du conflit en 1996. Quel regard porter sur la violence basée sur le genre en RDC? Quelles actions concrètes sont menées sur le terrain pour pallier ce fléau? Comment aller plus loin pour protéger les plus vulnérables? Décryptage, analyse et commentaires avec nos invités. Sans plus tarder, nous avons le plaisir de recevoir depuis Kinshasa Annie Maudit, qui est conseillère du genre chez Pathfinder International pour un programme de santé intégré de l'USAID, États-Unis, l'Agence des États-Unis pour le développement. Notre deuxième invitée depuis Kinshasa est Cécile Rebecca Meta Kassanda, juriste de formation et coordinatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLTP, au cabinet du chef de l'État de la RDC. Enfin, toujours depuis la capitale congolaise, Mado Luango Nyangabo, conseillère en égalité de genre au sein du projet de l'éducation Elimu Djibouya USAID. Mesdames, merci de nous rejoindre. Merci. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'entend-on par violence basée sur le genre? Et je commence par vous, Annie Maudit. Merci beaucoup. Nous faisons toujours un petit retour sur ce que les gens en soient pour enfin faire comprendre aux gens les violences basées sur le genre. Parce que nous devons absolument faire une différence entre les sexes, qui est biologique, de par la nature des personnes, et les gens qui est une construction sociale des uns et des autres, influencés par l'environnement, par la culture, par les informations et les pratiques qui nous entourent de notre naissance. Et dès là, il y a deux rôles qui sont attribués aux uns et aux autres selon leur sexe, leur âge, et avec l'évolution, on a compris même par rapport à leur appartenance ethnique ou alors leur choix sur l'orientation sexuelle. Et donc, dès là, la violence basée sur le genre devient toutes les formes de discrimination ou alors des abus ou les exploitations que vous subissez juste sur base de votre appartenance sexuelle ou de votre appartenance culturelle. Donc, toute forme de violence ou de discrimination que vous subissez sur base de cette identité-là, ça devient en ce moment-là la violence est basée sur le genre. Et je dois juste souligner en passant qu'il y a plusieurs formes de violences basées sur le genre, y compris la violence sexuelle. Mado Nyangabo, vous êtes dans le domaine de l'éducation. Alors, la violence basée sur le genre en milieu scolaire continue d'être un sérieux obstacle à la réalisation du droit à l'éducation. Quel est l'état des lieux en RDC? Merci beaucoup pour la question. Je dirais que la République démocratique du Congo a ratifié des instruments juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui consacre le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a aussi, par exemple, au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il y a toute une direction qui est comme le point focal en matière de genre au sein de ces secteurs
de l'éducation. Et tous les instruments juridiques de la RDC prévoient un chapitre sur l'égalité des genres en RDC. Mais le problème que nous avons, c'est la vulgarisation de ces lois-là. C'est vraiment la vulgarisation qui pose problème. Et en plus de cela, il y a aussi au niveau, en milieu scolaire, parfois, les gens font des choses sans toutefois savoir qu'ils sont en train de violenter les enfants. Vous comprenez? Parce que c'est culturel, c'est un problème culturel. C'est-à-dire, on fait sans toutefois se rendre compte parce que nous avons grandi avec ça et nous savons que c'est normal. Or que cette normalité blesse et décourage une catégorie de la population. Là, je parlais de filles. Vous avez fait un très bon point, Mado. Effectivement, il y a des lois, mais comment mettre ces lois en application? Je me tourne vers vous, Cécile Kassanda. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été adoptée depuis 1979 par les États membres de l'ONU. Lorsqu'on sait que cette convention a été ratifiée 6 ans plus tard par la RDC, quelle observation faites-vous de la protection des victimes contre la violence basée sur le genre et la mise en application de ces lois? Merci pour cette question. Je vais vous dire que la RDC a fait beaucoup d'avancées. Après la ratification de la Convention, la RDC a mis en place un mécanisme que nous appelons le ministère du genre, famille et enfants. C'est un mécanisme qui a été mis en place pour promouvoir les droits des femmes et défendre les droits des femmes. Ce ministère a fait un travail louable pendant plusieurs années et en 2006, il y a eu le vote par le Parlement à l'initiative de la société civile et le ministère du genre d'une loi sur les violences sexuelles. Et cette loi réprime d'une manière très sévère les auteurs de violences sexuelles à l'égard des femmes et protège les femmes. Il y a même du gouvernement un fonds qui est logé au ministère de la Justice qui est destiné à dédommager les victimes de violences sexuelles. Donc, il y a cette avancée-là au niveau des violences sexuelles pour les adultes. Et pour les enfants, il y a eu la loi. La RDC a voté la loi de protection de l'enfant. Et cette loi a été la première pour réprimer les actes de traite à l'égard des enfants. Donc, ce sont les deux lois protectrices. Mais en dehors de ces lois, il y a aussi les dispositions du Code pénal qui répriment sévèrement certaines formes de violences sexuelles et certaines formes des actes de traite. Annie Maudit, selon Cécile Kassanda, l'appareil judiciaire est en marche pour prévenir les violences, protéger les victimes et aussi réprimander les auteurs de ces violences. Les populations se sentent-elles vraiment protégées par ces lois? Je dirais que la RDC a des très belles lois qui sont vraiment progressives. Cependant, l'application, ça pose problème. Ça pose problème dans le travail de chaque jour que nous faisons. Je tiens à rappeler ici que je suis dans le programme de santé intégrée de l'USAID. C'est un programme qui est en train d'accompagner le gouvernement congolais sur le plan sanitaire sur 3 niveaux. On est en train d'abord d'accompagner les ministères de la Santé au niveau de l'amélioration des gouvernances des secteurs de la santé. Deuxièmement, nous regardons la qualité des services. Et troisièmement, nous avons l'engagement communautaire. Je crois que c'est à ce niveau que votre question se situe. Ce que nous remarquons, c'est que la population, elle est d'abord, pour la plupart, pas toutes, mais la majorité, elle est ignorante des progrès du cadre légal de la RDC. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette population ne connaît pas assez l'obligation de l'État vis-à-vis d'elle, mais aussi son obligation vis-à-vis des détenteurs de pouvoir, ce qui nous amène à une situation où les bénéficiaires
n'arrive pas à revendiquer ce qui lui revient de droit. Et ça c'est d'une part. Et de l'autre part, puisqu'il s'agit ici des violences basées sur le genre, au niveau de l'accompagnement que nous menons, nous avons constaté par exemple que dans la gouvernance au niveau décisionnel, il y a moins de femmes qui occupent les postes managériels dans la pyramide des secteurs de la santé. Ça, c'est un aspect que les programmes Prosani USAID est en train d'accompagner le gouvernement. Ce sens qu'aujourd'hui, nous avons amené le ministère de la Santé à mettre en place ce que nous appelons la cellule genre au sein même du secrétariat général de la santé. Nous espérons qu'avec cette cellule genre, ça peut amener à l'amélioration de la participation des femmes au niveau de la gouvernance, parce que c'est ça en ce moment-là qui va faire participer ces femmes-là dans la planification qui tienne en compte le besoin sexo-spécifique des femmes, des hommes, des filles et des garçons. Donc, il y a un grand besoin de vulgarisation des textes, des lois, des politiques, même des mécanismes qui existent dont la population n'arrive pas à en bénéficier tout simplement parce qu'elle ne connaît pas. Le deuxième défi ici, c'est au niveau des infrastructures. Nous avons des lois, nous avons des mécanismes mis en place, mais nous n'avons pas toujours les infrastructures à point qui suivent les politiques qui sont mises en place. Donc, il y a des politiques, mais il n'y a pas parfois le moyen de la mise en œuvre de ces politiques-là. Ça devient un défi. Et là, encore une fois, moi, je vais parler du secteur de la santé où nous couvrons les 9 provinces que nous couvrons. Une des choses que nous essayons de faire, c'est renforcer la collaboration interministérielle. Ça veut dire que nous parlons de violences basées sur le genre, mais dans le secteur de la santé, nous ne pouvons pas travailler qu'avec le ministère de la Santé. Comment est-ce que le ministère du genre, famille et enfants peut en ce moment-là travailler avec le ministère de la Santé pour améliorer l'accès aux services sanitaires de qualité aux femmes, aux enfants et à des familles. Donc, et au niveau communautaire, le programme de santé intégrée a initié dans les 9 provinces que nous appelons les communautés des pratiques, des bonnes pratiques sur la prise en compte genre dans les initiatives de développement, dans les appuis humanitaires. Et ça donne la parole aux communautés, ça fait comprendre les différences basées sur le genre pour mieux comprendre en ce moment-là les violences basées sur le genre et apporter les réponses qui soient adaptées aux problèmes. Merci. Madou Nyongabo, quel rôle devraient jouer les enseignants pour être mieux impliqués en milieu scolaire? Et aussi, quelles stratégies existent pour permettre aux enseignants d'identifier les victimes, de les protéger, mais aussi empêcher qu'eux-mêmes soient des auteurs de violences? Je reviens d'abord au niveau des instruments. Je voulais signaler qu'au niveau du secteur de l'éducation, nous avons la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui prévoit de promouvoir l'équité au sein de l'établissement scolaire. Sauf que les enseignants, les acteurs communautaires scolaires ne sont pas au courant de tout ce qui se trouve dans ces documents-là. Mais tout ce que nous faisons au niveau de notre projet pour essayer un peu de réduire les violences basées sur les genres en milieu scolaire, nous avons une approche holistique où vous savez que c'est vraiment un problème culturel, il faut toucher tous les acteurs. Alors, nous commençons d'abord par former les enseignants sur ce que nous appelons la pédagogie sensible au genre. C'est-à-dire qu'on apprend à l'enseignant comment est-ce qu'il peut traiter les enfants, filles et garçons, pour les amener à se considérer comme étant utiles dans la communauté. Et ça aide beaucoup les enseignants. Il y a autre chose que nous faisons, c'est-à-dire nous développons le matériel didactique des enseignants pour essayer un peu d'enlever les stéréotypes dans ces matériels-là. Parce que vous savez que nous intervenons au niveau primaire. Ce sont de tout petites filles et de petits garçons. Et les images parlent beaucoup. Lorsque dans un livre, on voit seulement les hommes occupés des postes de responsabilité, ça influence un peu sur le devenir des filles. C'est pourquoi nous nettoyons un peu ces documents-là
nous mettons les images et les contenus pour encourager tous les deux sexes. Il y a ça, il y a aussi la sensibilisation des enfants, parce que vous savez que les enfants eux-mêmes ne savent pas qu'est-ce que nous appelons violence basée sur les genres. Nous commençons d'abord par sensibiliser et informer aux enfants qu'est-ce qu'on appelle violence basée sur les genres, et lorsque ça t'arrive, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ainsi que nous mettons en place les comités que nous appelons comités genre et de surveillance des violences basées sur les genres en milieu scolaire. Et ce comité est constitué des enfants, des parents et des enseignants. C'est vraiment comme un poste d'écoute, là où les enfants peuvent aller se ressourcer et puis peuvent aussi aller présenter leurs problèmes pour avoir l'assistance. Et lorsqu'il y a un problème, le comité la prend en charge de ces problèmes et les réfère aux structures de prise en charge qui sont dans la communauté. C'est comme ça que nous menons les activités sur le terrain. J'aimerais qu'on élabore un peu plus sur les causes de ce phénomène et pourquoi certaines femmes n'en parlent pas souvent. Madame Kassanda, quelles sont certaines de ces causes, notamment dans la société congolaise? La personne qui est victime a honte de dire qu'elle a été violentée ou qu'elle a été trafiquée ou qu'elle a été exploitée. Donc, il y a d'abord notre culture. Et la deuxième chose, je pense que c'est la femme qui provoque, soit par son habillement, soit par son attitude. Parfois, les femmes sont violées par vengeance, par jalousie. Et l'autre cause, c'est l'ignorance du fonctionnement de la justice. Donc, il y a un grand travail qui doit être fait par la société civile et les médias. Puisque nous avons des lois, il faut aussi la confidentialité, il faut aussi la sécurité de la victime. Donc, je dirais qu'il faut qu'on agisse à deux niveaux. Au niveau de la société et au niveau de l'institution judiciaire, pour que la loi soit appliquée et qu'on ait ce genre de violence qui avilit la femme. Et Annie Maudit, le médecin occupe une position stratégique dans le processus d'aide aux femmes victimes de violences, mais souvent les femmes cachent au médecin l'existence de violences. Une fois la violence diagnostiquée, quelle attitude doit adopter le médecin si la femme n'en parle pas? Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu lorsqu'une femme doit accéder à un service sanitaire. D'une part, sur la femme elle-même, de l'autre part, sur le fournisseur des services. Un dénominateur commun est qu'il y a les pesanteurs socioculturels qui pèsent sur la femme, qui sont souvent responsables de dénoncer les abus, même lorsque c'est chez un médecin, parce que une bonne femme, selon la majorité de notre culture, ne doit pas divulguer les violences commises par son époux. Alors, cette femme se trouve devant un dilemme. Elle a besoin de soins, mais si elle dit qui lui a fait subir ces violences-là, ça voudra dire qu'elle est en train de dénoncer son époux, qui peut faire face à la justice, comme Mme Meta venait de le dire tantôt. Et dès que la femme réalise ça, parce qu'après, elle va subir la pression de toute la famille, y compris sa propre famille, la femme choisit souvent de ne pas divulguer. Les fournisseurs aussi, de l'autre côté, n'est pas toujours assez préparés, formés, outillés, de manière à créer une relation de confiance entre elle et sa cliente ou la malade qui vient vers elle. C'est là que le programme de santé intégré est en train de jouer un rôle crucial en mettant en place cette cellule genre au niveau du secrétariat général qui est au niveau national, mais aussi au niveau des divisions de santé qui sont au niveau des provinces. Parallèlement à ça, comme Mme Meta a dit, nous, dans le secteur de la santé, nous avons aussi, avec le programme de l'USAID, fait une chose dans la communauté. Nous avons mis en place ce que nous appelons les réseaux des champions en genre. Ces réseaux forment les acteurs communautaires qui sont des volontaires à comprendre les inégalités basées sur le genre, à comprendre leurs conséquences sur la santé, sur l'éducation, sur l'économie, sur le bien-être de leur communauté.
Alors, nous jouons à 2 niveaux. Nous espérons qu'ayant les cellules genre au sein des ministères de la Santé, on va former, on va renforcer les capacités des fournisseurs, on va préparer les fournisseurs, on va les outiller à être en mesure de mettre les femmes ou les enfants en confiance pour qu'elles arrivent justement à se libérer de cette peur de la pesanteur socio-culturelle et qu'elles arrivent à dénoncer sans crainte des représailles. Parce que ce qui freine les femmes, ce n'est pas parce qu'elles aiment la souffrance qu'elles subissent de leurs époux, mais c'est parce qu'elles craignent les représailles de la communauté, de la famille, surtout de leur propre famille. Donc, c'est au niveau du secteur de la santé, ce que je peux dire avec USAID. Nous travaillons au niveau institutionnel, avec le ministère de la Santé, le secrétariat général des divisions. Nous travaillons au niveau clinique avec les zones de santé, les médecins, les infirmiers, mais nous travaillons aussi au niveau communautaire avec les acteurs communautaires, les relais communautaires, les pères éducateurs, les adolescents. Et nous espérons que ceux-là maintenant vont contribuer avec des bons messages, des bonnes pratiques, progressivement au changement des mentalités face à l'accès aux soins, tout en exigeant, au fait, en demandant des comptes aux fournisseurs de services qui est l'État congolais. Marquons maintenant une pause afin d'écouter ce témoignage. Je suis restée dans une union libre pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, ça a été toujours un cauchemar. J'ai été toujours violentée par mon concubin. Me frapper, me taper la tête au mur. Voilà. Ça a été toujours comme ça. Tout le monde était au courant de ça. Donc on me disait seulement de prier pour lui, il va changer. Il n'a jamais changé. C'est l'entourage, c'est notre quotidien, c'est notre façon de voir collective, surtout africaine. Nous pensons qu'une femme, quand elle part dans un mariage, elle doit y rester, quoi qu'il arrive, elle devient prisonnière. Et ce qui me donne, la famille, même de la fille, ont du mal à récupérer leur fille pour qu'elle puisse être réactive dans la vie. C'est comme si on faisait un bon débarras. Et pourtant, les filles devaient dénoncer, les femmes doivent dénoncer pour décourager ces pratiques. La dernière fois qu'il me frappe, j'en avais marre. J'en avais marre de cette fille-là. Je ne supportais plus. J'avais juste envie de me faire respecter. J'avais juste envie de me faire respecter parce que je sentais comme si j'étais chosifiée. Donc c'est comme si je l'appartenais. C'est comme si j'avais plus de droits. C'est pour ça que j'ai voulu ces jours-là que ça en finisse. Et je suis allée là-bas, j'ai porté plainte. C'était un peu difficile parce que j'avais pas de vêtements, j'avais rien du tout. J'avais pas d'argent, je suis allée quand même. J'ai porté plainte le même jour. Parlons à présent du viol comme arme de guerre. Cécile Kassanda, certains observateurs affirment qu'il y a un manque réel de volonté politique dans la résolution du problème des victimes de guerre dans la région nord-est de la RDC. Que fait le gouvernement de façon concrète pour pallier ce problème sérieux qui perdure depuis plus de 2 décennies? Pour ce qui est de la volonté politique, je vous dirais que depuis l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, cette volonté politique-là, on peut l'avoir. Ça se manifeste par plusieurs actes. La première des choses, pour mettre fin à ces tueries, il y a un état-major opérationnel qui a été installé à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, dans les zones d'opération, il y a un état-major général qui a été installé. Et n'eût été les problèmes politiques, le chef de l'État devait s'installer à Goma pendant au moins 2 mois. Mais il n'a pas pu le faire puisqu'il y avait une crise entre les institutions. Donc, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Donc,
Ce sont les deux problèmes qui l'ont empêché de s'installer à l'Est. Mais les opérations militaires ont lieu en ce moment. La difficulté que nous avons est que ces conflits à l'Est, c'est comme un guérilla. Donc, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Ces personnes sont mélangées à la population. Ce qui fait que la journée, on ne peut pas les distinguer. Et c'est la nuit qu'ils opèrent. Et c'est le matin qu'on constate. Mais dès qu'ils ont opéré, mais si notre armée a l'information, il intervient et parfois il parvient à attraper les rebelles et les présenter à la justice. Et quand ils sont présentés à la justice, il y a toujours la condamnation. On a beaucoup de rebelles qui sont en prison. Sur le plan légal, la loi est là, la volonté politique est là, l'application parfois pose problème, puisque les magistrats qui se trouvent dans les zones opérationnelles sont aussi en condition d'insécurité. Mais ils font de leur mieux pour pouvoir rendre justice au péril de leur vie. Et ces victimes, comment sont-elles accompagnées afin de les aider à guérir physiquement et aussi psychologiquement? Oui, je peux dire que depuis 2000, il y a des programmes qui ont été mis en place et réalisés à l'est de notre pays. Il y a une prise en charge des victimes. Au niveau médical, beaucoup d'hôpitaux ont eu des spécialistes pour soigner le fistule, puisque ces femmes-là souffrent de fistule après avoir été violemment violées. Excusez-moi de répéter le même mot. Ces femmes-là sont victimes et ils connaissent des fistules, donc des déchirures graves. Il y a des médecins qui se sont spécialisés, puisque en 2000, il n'y avait que l'hôpital de Panzi à Bukavu et on ne pouvait pas transporter tout le monde là-bas. Le docteur Mokweke a aidé les autres médecins à les former sur l'État et d'autres ont fait une spécialisation. Et beaucoup d'hôpitaux s'occupent des victimes de violences sexuelles. Et il y a aussi l'accompagnement psychosocial, psychologique qui est fait par les ONG qui les accompagnent, qui les écoutent, qui leur produisent des conseils, qui leur montrent comment se comporter, surtout pour éviter la discrimination. Il y a la société civile qui sensibilise les familles, les communautés, de ne pas discriminer ces femmes-là. Et sur le plan économique, il y a des activités génératrices de revenus qui sont réalisées avec ces victimes. C'est ainsi que plusieurs d'entre elles font des petits commerces pour s'autosuffire, pour se prendre en charge, pour subvenir parfois aux enfants nés de viol. Donc, il y a cet accompagnement-là qui s'est fait et les églises aussi les aident par un accompagnement psychologique au niveau des prières. Donc, c'est toute une chaîne qui s'est faite. Et sur le plan juridique, les procès se tiennent, c'est l'exécution qui est difficile, puisque si le rebelle n'a pas été arrêté, si le violeur n'a pas été arrêté et qu'il y a eu, même si on a déposé plainte contre X, l'exécution devient difficile. C'est pour ça, au niveau du ministère de la Justice, il y a un fonds de dédommagement des victimes de violences sexuelles. Mado Nyangabo, comment est-ce que ce problème de violence basée sur le genre peut être amélioré selon vous? Oui, moi je pense que pour arriver à améliorer, à changer la façon de voir les choses, je pense que nous devons vraiment avoir une approche holistique qui touche tout le monde.
C'est-à-dire que nous devons sensibiliser les enfants. Nous devons d'abord expliquer à tout le monde qu'est-ce qu'on appelle violence basée sur les genres. C'est-à-dire expliquer et puis changer la mentalité de nos enfants, des parents, des familles. Parce que vous savez que le problème des violences ici, c'est vraiment l'inégalité est née du pouvoir qui existe, le pouvoir inégal entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, ces pouvoirs inégaux-là, c'est la conséquence des normes, les habitudes et les comportements culturels. Alors, pour changer cette façon de voir les choses, je pense que nous devons vraiment toucher tout le monde, c'est-à-dire les enfants, les parents, la communauté, les leaders, la politique existe, les instruments existent, mais c'est la vulgarisation. C'est-à-dire qu'on doit aussi sensibiliser les instruments juridiques pour que tout le monde puisse être au courant lorsqu'il y a une violence. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pourquoi l'ISAID et avec le financement de l'ISAID, nous touchons les enfants, les petits, parce que nous pensons qu'avec le petit, si nous lavons le cerveau, si nous changeons leur façon de voir, nous pensons que nous pouvons changer, donner la chance à tous les enfants de s'épanouir et de devenir utiles dans la communauté. Et Madame Cécile Kassonda, la démarche à suivre, selon vous, pour qu'il y ait de meilleurs résultats futurs dans la résolution du problème de violence basée sur le genre, quel est votre avis? Bon, en plus de ce que Mado vient de dire, il faut qu'on sensibilise la politique. Donc, les politiques d'abord. Donc, ceux qui prennent la décision doivent être sensibilisés et aux besoins renforcer, donc leur capacité renforcée. Et en ce moment-là, ceux qui sont au niveau judiciaire, si leurs capacités sont renforcées et qu'il y ait un suivi, et j'entends par suivi, le monitoring, que ça ne s'arrête pas seulement jusqu'au prononcé, mais qu'on fasse le monitoring jusqu'au dédommagement de la victime. Et qu'on s'assure que la personne qui a été condamnée va rester en prison pendant le temps de sa condamnation, puisqu'il y a des personnes condamnées qui peuvent s'échapper de la prison. Et comme la loi a dit, donc la loi sur les violences faites aux femmes, la loi sur les violences sexuelles, dit que la condamnation, donc la peine est imprécise. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas obtenir les réductions de peine ou les mesures de grâce. Donc, il faudrait qu'il y ait une rigueur dans l'application de la loi. Et on va sensibiliser aussi les mères. Souvent, ce sont les mamans qui empêchent leurs enfants de dénoncer le mal qui leur est arrivé. Alors ensuite, on dit, tout le village va le savoir, toute la ville va le savoir et tu n'auras plus la chance de te marier. Donc, il faudra qu'on sensibilise les familles, comme l'a dit Mado, et c'est très bien, j'ai apprécié ce qu'elle a dit, pour la sensibilisation des petits enfants, puisque c'est une génération qui peut monter avec une mentalité autre que ce que les aînés ont eu. Donc, nous devons tout faire pour que ces notions soient vulgarisées à grande échelle, que les chaînes de télévision et de radio soient mises à profit, que les journaux puissent toujours avoir un coin où ils en parlent. Donc, les théâtres, les films, on puisse faire un grand tapage. Et pour parler des hommes, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, dont nous savons tous le combat pour aider les femmes victimes de viols contre armes de guerre, a dit, et je cite, « Le temps est venu pour les hommes de prendre leurs responsabilités et de s'engager vers une masculinité positive en vue de parvenir à l'égalité en droit et dans les faits. » Alors, Mado Nyangabo, quelle est votre réaction concernant le rôle des hommes? Moi, je pense que le docteur avait tout à fait raison, parce que vous savez que pour le moment, c'est les hommes qui ont le pouvoir. Par exemple, nous pouvons sensibiliser la fille, mais au final, c'est le papa qui prend la décision. Vous comprenez?
nous pouvons sensibiliser la jeune fille, mais quand elle va se marier, c'est l'homme qui décide sur sa vie. Moi, je pense que c'est vraiment très fondé. Il faut sensibiliser les hommes, les amener à nous accompagner. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pourquoi je me disais qu'il faut arriver à changer la façon de voir les hommes pour dire que les femmes ne viennent pas remplacer les hommes, les femmes ne viennent pas prendre les droits des hommes, mais les femmes viennent les compléter. C'est la complémentarité parce que chacun de nous a un plus. C'est mieux de donner la chance à tout le monde de développer tout ce qu'il a en lui pour le bien de la communauté. Je pense que vraiment c'est fondé. Nous ne pouvons pas nous séparer. Dans cette lutte, nous devons être ensemble et continuer à lutter, à changer la façon de voir les choses pour espérer et avoir un bon résultat à la longue. Je voulais revenir un peu sur tout ce que venait de dire Maman Cécile, pour dire que nous devons aussi faire tout pour diminuer l'impunité. Parce que c'est l'impunité qui décourage la dénonciation des cas d'abus. Lorsque moi je dénonce, après 2 jours, l'auteur d'abus est dehors. Vous voyez ce que ça fait? Ça décourage. C'est pourquoi la plupart des gens aiment la négociation à l'amiable, qui est contre, parce que pour le moment, c'est vraiment la tolérance zéro en matière de viol ou bien de violences sexuelles ou de violences basées sur les genres. Nous allons maintenant terminer cette émission. En quelques secondes, Cécile Kassonda, votre mot de la fin. D'abord, je remercie la Voix de l'Amérique de nous avoir associés à cette émission où nous avons pu parler des cas de violence faite à la femme, violence basée sur le genre. Et parmi ces violences, il y a l'exploitation de la femme qui est très répandue dans le monde et dans notre pays, surtout où il y a la guerre, où il y a l'existence de mines artisanales, où les enfants et les femmes sont les grandes victimes. C'est pourquoi, avec l'impulsion du président de la République, nous avons préparé un texte de loi qui sera voté au mois de mars ou avril. Donc, de toute façon, à la prochaine session du Parlement. Et cette loi punit sévèrement toutes les formes d'exploitation qui débouchent sur les actes de traite. Donc, toutes les formes d'actes de traite sont repérées, dans cette loi et sont punies sévèrement. Et les peines sont et l'attention des victimes et leur accompagnement pour la réintégration et leur autonomisation sont prévus dans cette loi. Donc, si cette loi est votée, nous allons la vulgariser à outrance pour que nous puissions arriver à éradiquer ces phénomènes qui est odieux et qui est la pire violation des droits de l'homme. Merci, Madame Kassonda. Votre dernier mot, Madame Nyangabo. Merci beaucoup à la Voix de l'Amérique de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer. Mon dernier mot, je dirais tout simplement aux parents d'avoir le temps d'échanger avec les enfants. C'est vraiment très capital d'échanger avec les enfants, les expliquer très bien aux enfants, violence c'est quoi, amener les enfants à dénoncer. Parfois les enfants subissent beaucoup de violences basées sur les gens, mais ne savent pas à qui se vouer. Je pense que nous devons avoir cette culture de parler avec nos enfants, les expliquer et puis les encourager aussi, parce que selon la loi, il n'y a pas une différence entre un enfant fille et un enfant garçon. Tous sont égaux devant la loi. Et une fille peut faire des merveilles. Une fille peut prendre en charge toute la famille. Je pense que c'est mieux d'encourager tous les enfants et d'aimer tous les enfants de la même manière. Parce qu'il y a des gens, lorsque la femme met au monde une fille, elle pense que ce n'est pas vraiment une bonne chose. Mais moi, je pense que il faut accepter tous les enfants de la même façon, les encourager et les aider dans tout ce qu'ils font faire, parce que chacun d'eux a quelque chose que l'autre n'a pas et qui peut être bénéfique pour la communauté et pour tous les pays. Et finalement, Annie Maudit, votre mot de la fin.
Merci beaucoup à la Voix de l'Amérique pour cette invitation, surtout pendant cette période où nous venons de célébrer les 16 jours d'activisme contre toutes les violences basées sur le genre et de l'attention qui a été aussi portée sur le programme de santé intégré de l'USAID qui appuie 9 provinces en République démocratique du Congo et qui accompagne le gouvernement congolais au niveau de la gouvernance du secteur sanitaire, au niveau de la qualité des services ainsi qu'au niveau de l'engagement communautaire. Moi, je vous remercie. Mesdames, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour cette édition spéciale de Carnet de santé. Nous remercions nos invités, Annie Maudit, conseillère du genre chez Pathfinder International pour un programme de santé intégrée. Cécile Kassanda, coordinatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLTP, au cabinet du chef de l'État de la RDC. Et Mado Nyangabo, conseillère en égalité de genre au sein du projet de l'éducation Elimu Nijibuya USAID. Pour plus d'informations, restez connectés à voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.